Être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. Moi, je pense que la société, elle est surtout faite par les hommes. Les lois sont votées par les hommes. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Franchement, rien du tout. C'est le résultat d'une histoire. Il n'y a pas un destin biologique, psychologique qui définisse la femme en tant que telle. Bonjour à chacun et chacune. Je suis Jocelyne Adrian-Meptoul et je vous remercie d'être au rendez-vous du podcast Femmes engagées, produit et réalisé par Femmes du Monde et réciproquement, l'organisme basé à Paris qui s'intéresse aux droits des femmes à l'international et donne la parole à des femmes engagées aux quatre coins de notre planète. Partout dans le monde, les droits des femmes sont en recul, au même rythme que régressent les démocraties au profit de dictatures et autres autocraties, politiques ou religieuses. Elles vont d'abord nous raconter leur parcours professionnel, militant et personnel. Et ensuite, pour finir sur une note plus légère, elles répondront à un petit questionnaire de Proust, revisité par Femmes du Monde et réciproquement. Bonjour à toutes et à tous. Dans la série du podcast Femmes engagées intitulée « Profession ministre », qui recueille le témoignage d'une dizaine de femmes politiques ayant occupé le poste de ministre des droits des femmes, nous recevons Michèle André, qui a été secrétaire d'État aux droits des femmes pendant 3 ans, de 1988 à 1991. Bonjour Madame la Ministre, chère Michèle André. Bonjour, chère Jocelyne. Avant d'évoquer votre longue carrière de femme politique française engagée pour les droits des femmes et passionnée de sport, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, vous savourez une retraite heureuse dans votre Auvergne natale, entre les livres, la nature magnifique de votre région, votre famille et les amis, après avoir quitté votre mandat de sénatrice en 2017 ? Oui. J'ai parfois des plages longues d'ennui où l'action publique manque parce que on ne peut pas faire. C'est une drogue dure. Voilà, c'est une drogue dure. Je suis une addict, donc j'ai des moments où je voudrais y être encore. Oui. Justement, vous avez consacré la majeure partie de votre vie à la politique. Vous avez adhéré au Parti socialiste en 1975. Cette année, ma fédération a fêté mes 50 ans de parti et c'était un très beau moment. Vous avez été de nombreuses fois élu national, élu local, principalement dans votre région, mais on dirait tout ça plus précisément. Et en juin 1988, le Premier ministre Michel Rocard, dont vous êtes une fidèle, vous nomme secrétaire d'État chargé des droits des femmes. Alors c'est les droits des femmes là, alors qu'avant c'était les droits de la femme, n'est-ce pas ? Mais c'était les droits des femmes, pour toutes. Oui, et c'est important, effectivement, c'est un changement, effectivement, de perception aussi du sujet et des luttes qu'il faut mener. Alors, ce statut de secrétaire d'État, qu'en pensez-vous par rapport à celui de ministre de plein exercice sur un sujet qui concerne, effectivement, la moitié de l'humanité, quoi ? Ce qui a été déterminant pour mon action, c'est mon rattachement en qualité de secrétaire d'État, directement au Premier ministre, au service du Premier ministre. Donc je n'avais pas de ministre de tutelle. Ça c'est important, oui. Et donc qui aurait pu être santé, justice, travail, un petit peu la façon dont on cataloguait à l'époque les problématiques des femmes avec des priorités qui n'étaient pas toujours bonnes. Mais je n'avais compte à rendre qu'au Premier ministre et j'ai pu me servir de l'ensemble des moyens que Matignon pouvait mettre à disposition de ses secrétaires d'État ou de ses ministres délégués, ce qui était une très bonne chose. Oui. Le seul inconvénient quand on est secrétaire d'État, c'est qu'on ne va au Conseil des ministres que lorsque le sujet vous intéresse. En gros, on pourrait penser que les droits des femmes, ça intéresse tout. Normalement, oui, ça devrait. Que ce soit les guerres en Irak ou, c'est transversal, ou le reste. Mais globalement, ça n'était pas encore compris comme ça à cette époque. Et donc, je n'allais pas au Conseil des ministres tout le temps. Ce qui est un peu dérangeant parce qu'au fond, on a beau se dire les choses... C'est aussi là qu'on rencontre les collègues et avec qui on peut penser qu'on a besoin d'élaborer davantage de projets avec tel ou tel collègue ministre. En fonction du chômage des femmes, en fonction des problématiques de santé ou des problématiques d'éducation. Voilà, c'est le seul inconvénient. On reviendra sur cette question des relations avec les collègues, de l'interministériel, mais avant ça, j'aimerais bien que vous nous rappeliez quand même tout le parcours que vous avez fait très long. Jusqu'en 2017, vous avez été sénatrice pendant 16 ans, ce qui est quand même... 2001 à 2017. Oui, c'est quand même une longévité, ça. Oui, et puis un très beau mandat. Oui, vraiment. Oui. Et puis, vous avez été élu local à Clermont-Ferrand,
département, conseillère régionale aussi. Enfin, expliquez-nous un petit peu ce parcours-là, avant qu'on revienne à la question de vos relations avec vos collègues en tant que ministre. Je voudrais vous dire d'entrée une chose. J'avais un métier. Je ne suis pas une femme dont le métier était la politique. Je dirigeais un grand établissement d'enfants handicapés auditifs avec une ambition d'intégration des enfants à l'école ordinaire et avec des problématiques particulières, un grand incendie, une reconstruction. En fait, j'avais un métier que j'aimais passionnément. La politique a été un engagement pour moi, véritablement. Mais j'ai toujours tenu les deux. Et donc, j'ai accepté de figurer sur la liste municipale de Roger Quillot en 1983. Et j'ai fait 20 ans à la mairie de Clermont avec un poste d'adjoint tout à fait surprenant, puisque Roger Quillot m'avait choisi comme adjointe au sport, moi qui ne connaissais rien au sport, entre autres. Vous en êtes bien débrouillé, je crois. J'ai sans doute, dans ce qui me constitue ma personnalité, une grande capacité et un grand désir d'apprendre des choses que je ne connais pas. Et donc j'ai appris très vite. D'accord. Oui. Comme j'avais appris vite pour la surdité quand on m'a confié la direction à 28 ans de cet établissement. Non, j'aime apprendre et j'aime partager. Oui. Donc vous avez été élu longuement et vous avez au Sénat un long passage, on va dire. Oui, j'ai été élu en 2001. Oui. Et j'ai quitté en 2017. Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire quels sont, au niveau du Sénat, les moments qui ont été les plus marquants pour vous en termes politiques, évidemment, en termes d'avancée? Le premier qui m'a surpris, moi j'allais au Sénat pour travailler, pour faire avancer les dossiers des femmes déjà, mais pas seulement, des lois en général. J'ai donc été affecté à la commission des lois pendant plusieurs années et j'ai là fréquenté des gens merveilleux comme Louis Mermaz et Robert Badinter, entre autres, et Pierre Mauroy. Donc des grands, inspirants. Et ensuite, à ma grande surprise, en 2004, les collègues de mon groupe et Pierre Mauroy en premier lieu ont souhaité que je sois élue vice-présidente du Sénat. Donc j'ai été élue et j'oublierai jamais la façon dont Pierre Mauroy m'a parlé en me disant « J'apprends que tu hésites ». En pensant que peut-être tu ne pourras pas le faire. Moi, je venais d'arriver, 3 ans pour moi, c'était jeune. Et il m'a dit, les femmes, vous êtes toutes les mêmes. Vous plaignez quand on ne vous donne pas de responsabilité. Quand on pense à vous, alors vous avez des doutes. Et il m'a promis son soutien et je l'ai eu total. Donc je suis devenue vice-présidente du Sénat et j'ai fait 4 ans de vice-présidence. Présider le temps de la loi de finances a été pour moi un apprentissage exceptionnel. Ce qui fait qu'après, j'ai rejoint la commission des finances ensuite. Oui. Mais entre-temps, mes collègues de la délégation droits des femmes ont souhaité, alors que nous, les socialistes ne sont pas majoritaires au Sénat, ils l'ont été brièvement pendant une période, mais pas à ce moment-là, elles ont souhaité que ce soit moi qui préside la commission parce qu'elles pensaient que je connaissais mieux les sujets. Et donc j'ai eu 3 années magnifiques de présidence de la délégation. Ah oui. Pour revenir au ministère des droits des femmes, vous avez eu quelquefois des batailles avec certains de vos collègues, et notamment par exemple avec Pierre Joxe, je crois, quand il était ministre de l'Intérieur. Vous voudriez nous raconter ça ? Oui, en préambule, ce que je voudrais dire, c'est qu'un ministère comme les droits des femmes en 1988, dans les années 80, c'était faire de la politique interministérielle dont nous n'avons pas une grande culture en France. Et c'était des sujets qui entraient toujours sur les sujets de tous les collègues et qui les contrariaient forcément puisqu'ils n'avaient pas forcément envisagé la place qu'il fallait laisser ou donner aux femmes. Donc il y avait une garantie, j'étais un peu la mouche du coche, c'est-à-dire celle qui vient dire les gars, il n'y a pas ce qu'il faut, j'en voudrais un peu plus, autrement, différemment. Donc oui, alors j'ai eu quelques soucis avec des collègues sur des sujets graves, comme le chômage des femmes, je voulais plus d'argent. Le ministre avait compris que l'arbitrage de Matignon me serait favorable, il avait cédé tout de suite, Jean-Pierre Soisson. Avec Pierre Joxe, j'ai eu un problème plus compliqué, par Nicole Notat de la CFDT. Moi, j'ai été une militante de la CFDT. Je savais que le ministre de l'Intérieur était attentif à certains de ces policiers qui souhaitaient qu'il y ait moins de femmes dans la police. Et donc, il y avait un petit air qui circulait, 4 cm de plus pour le recrutement, pour une femme. C'était beaucoup. C'était quoi les normes à l'époque ? C'était 1m60. C'était la moyenne nationale des femmes Mais là, à l'époque. ça aurait fait 1m64 et ça en aurait éliminé
80%. C'est énorme. Donc j'ai tenté un dialogue avec Pierre Jox infructueux. J'ai fini par employer les moyens que la presse m'a donnés et qui ont fonctionné très fort, puisque à un moment, très contrarié, il a demandé que le Premier ministre arbitre, ce que moi, le Premier ministre m'avait refusé en me disant « débrouille-toi », d'accord. Et finalement, nous avons fini par ne pas nous entendre. Il m'a fait part de son mécontentement. Moi, j'étais une petite ministre et lui, un grand ministre. Et donc, voilà, ça s'est pas très bien passé. Mais j'ai tenu bon. Et au final, les femmes ont continué à être recrutées à 1m60. À 1m60. Et donc n'ont pas été éliminés d'office, enfin, de manière discriminatoire. Moi qui venais de travailler sur la campagne violence dans les couples, oui. Je savais qu'on avait besoin d'une police attentive, homme-femme, et que c'était important. Mais surtout le principe, c'est non, il y a une taille INSEE pour les garçons, pour les filles, voilà. Mais ça m'a valu quelques soucis, puisqu'à la sortie... je pense qu'il a œuvré pour que je ne reste pas au ministère après le départ de Michel Rocard. D'accord. Bien. Bon, ça fait partie de la politique. Oui, et puis ça fait partie des luttes, effectivement, du combat pour les droits des femmes, ça. Mais j'ai eu d'autres sujets avec d'autres ministres. J'ai eu vraiment beaucoup de difficultés de compréhension avec Claude Évin à la santé, qui ne comprenait pas ce qui motivait la coordination des infirmières en grande grève en septembre 88 et qui voulait de la dignité et pas seulement des salaires. Et Claude Évin avait beaucoup de mal à admettre de rencontrer la coordination avec qui moi j'avais échangé. Et si vous vous souvenez du slogan de la coordination, c'était ni bonne, ni conne, ni nonne. Oui. Il faut se rappeler que les hôpitaux publics longtemps ont été l'apanage des religieuses. Absolument, oui, oui. Et donc il y avait une exigence, une demande forte à ce moment-là. Oui, et qui était effectivement déjà à l'époque. C'est vrai que ce qui est important, c'est ce que vous rappelez, c'est qu'il y a évidemment les questions d'égalité de salaire, mais il y a le fait que sur des métiers qui sont extrêmement sensibles, extrêmement difficiles, et on l'a vu plus récemment avec le Covid-19, avec la pandémie, c'est pas seulement ça, c'est une reconnaissance aussi. Et une reconnaissance d'être respecté. De respect et de dignité. Pour leur travail, et pas pour le fait qu'elles sont des femmes à qui on peut parler ou avec qui on peut plaisanter d'une manière qui n'est pas toujours bien légère. Oui, on va dire ça. Oui, absolument. Bien. Alors, dans votre mandat de ministre, vous êtes resté 3 ans. Quels sont les sujets que vous avez pu mener et dont vous considérez que ça a fait avancer les droits des femmes et que vous pouvez en être fier ? Je crois que j'ai réussi à attirer l'attention de l'opinion publique sur la problématique de la violence dans les couples. Il y avait un côté vie privée jusque-là qui garantissait le tabou des violences. Et donc j'ai réussi à prendre l'opinion à témoin et à faire émerger la question. Nous avions travaillé avec la police secours, sur leurs interventions. Ils estimaient à l'époque que 10% des femmes étaient victimes de violences dans les couples. Ce qui s'est avéré après. Mais c'était plus intuitif. Sur leurs interventions à eux. On avait parlé à la BAC de Paris, Île-de-France. Et donc, il fallait absolument sortir de ce silence. Il fallait mettre les outils en place pour accueillir les femmes qui voulaient partir, pour regarder en face une situation qui était difficile, de supériorité masculine qui ne se discute pas, où les hommes souvent ont les salaires, les femmes n'étaient pas toujours actives. Vous voyez, c'était aussi tout la bataille active, pour l'autonomie économique. Elles n'étaient pas payées pour... voilà. Et donc, après, j'ai eu plus de mal à faire admettre qu'il faudrait quand même soigner, parce qu'il n'y avait pas d'autre mot à employer, les hommes violents, parce qu'il y aura toujours des victimes de ces hommes-là. Donc ça a été plus compliqué. Le monde féministe à l'époque considérait qu'il fallait s'occuper des femmes. Même pour parler des enfants et de la fratrie familiale, j'avais eu du mal. Ce que vous dites est toujours présent aujourd'hui sur notamment l'utilisation du budget des droits des femmes. D'une manière générale, un ministre des droits des femmes en France, il faut qu'il connaisse bien les mécanismes de budget et qu'il soit capable d'aller prendre les crédits chez le collègue, sans état d'âme. Je l'ai fait.
Et comme sénatrice aux finances, j'ai accompagné parfois le mouvement pour en faire plus. Oui, d'accord, oui. Voilà, ça sert d'avoir été ministre avant d'avoir été sénatrice. Mon handicap a été effectivement nommé ministre à 40 ans, avec des soucis familiaux à gérer dans ma propre environnement qui n'était pas simple. J'ai souffert du fait de n'avoir pas été parlementaire avant d'être ministre. Mais ça vous a peut-être permis d'avoir un regard sans doute, on peut dire ça. Différent, voilà, d'appréhender les problèmes autrement. Mais je les connaissais bien parce que j'étais moi-même une fonctionnaire de ce pays, la France, avec une connaissance du fonctionnement des préfectures et du travail quotidien de terrain, puisque j'avais été la déléguée régionale du ministère des droits des femmes d'Yvette Roudy entre 81 et 83. Oui. À l'époque, il lui fallait des fonctionnaires de catégorie A qui acceptaient de faire le travail pour les droits des femmes en plus de leur travail ou à la place. Moi, j'ai fait en plus. D'accord. Pendant ces 2 années, c'était un militantisme. Le préfet m'appelait familièrement ma commissaire politique. Mais vous avez une grosse capacité de travail quand même. Donc, je connaissais bien le fonctionnement de l'État français. Et donc, j'aimais ça et je savais m'en servir. J'ai su m'en servir quand je suis arrivé au ministère, quand nous avons écrit la première circulaire sur la problématique police, gendarmerie, justice, foyer d'accueil, social, l'ensemble des problématiques liées à la violence. Ma chargée de mission régionale en Île-de-France m'avait dit combien elles avaient été fières, les délégués de l'époque, qui étaient mes anciennes collègues, de cette directive qui savait faire le chemin. Après, il faut exécuter. Mais les crédits, il faut les chercher chez les autres, oui. Oui, d'accord. Bien sûr. Voilà. Mais c'est pas un problème. Bon, ben voilà, qu'on se le dise. Et puis au lieu de perdre du temps à se lamenter sur ce qu'on n'a pas, il faut aller chercher chez les autres ce qu'ils ont. D'accord. C'est la morale de l'histoire. Oui, pour moi, ça m'a bien été utile de le comprendre très vite. J'imagine. Est-ce qu'il y a quelque chose dont vous êtes particulièrement fier ou que vous considérez comme votre réussite ? Oui, j'ai créé avec beaucoup de réticence à Bercy, mais ils ont réussi, Pierre Bérégovoy finit par l'admettre. J'ai créé un fonds de garantie pour les femmes créatrices d'entreprises. Ça, c'est quand même très original. Très important, qui a permis de les aider en investissement et en trésorerie. Et j'ai beaucoup de femmes créatrices à l'époque. Et puis j'ai travaillé très très bien avec Paulette Lobby, ce qui était le MEDEF à l'époque. Je m'étais beaucoup engagée en région et j'ai suivi après pour le statut des conjoints d'artisans commerçants. Beaucoup. Et donc j'ai eu droit, dans ma campagne violence d'ailleurs, toutes les boulangères de France se sont mobilisées. Et il y avait un grand prix que le MEDEF avait installé qui s'appelait Madame Commerce de France. Et tous les ans, on sélectionnait des commerçantes originales. Des fleuristes, des bouchères, des charcutières. J'ai beaucoup travaillé avec le monde économique. C'est très important. C'est ces passerelles en fait entre les différents domaines qui sont souvent dans des couloirs et qui ne se rencontrent pas. Non, puis la vie ordinaire. Oui, la vie quotidienne. Moi, j'étais une femme qui faisait ses courses avant, qui les fait encore aujourd'hui. Et donc, je considère que la vie ordinaire, c'est ça dont nous devons nous occuper, les politiques. Je suis très d'accord avec vous. Hein. Et est-ce que vous considérez que vous avez eu un échec ou quelque chose comme Oui, je n'ai pas réussi à me faire entendre au moment de l'apparition des premiers foulards islamiques. L'affaire de Creil, dont évidemment on pouvait penser qu'il y avait peut-être pas que de la spontanéité pour se couvrir les cheveux. Oui, j'ai pas eu là d'arbitrage qui m'a permis de faire valoir un point de vue. Je pense qu'il fallait au premier moment mettre une interdit sur le foulard pour les petites filles. Fallait. Voilà. Sur les petites filles. Oui, bien sûr. Après, il y a toujours des moments où on n'a pas le temps de mener une action. 3 ans, c'est court. D'autant plus que je suis arrivé avec plus de budget et plus de locaux. J'ai mis 1 an et demi pour reconquérir l'un et l'autre. 1 an et demi sur 3. Oui. Il fallait s'occuper des problèmes ordinaires, des problèmes de la vie, de la médiation familiale que j'aurais aimé mettre en route pour les enfants dont les parents sont séparés, comme je l'avais vu au Québec. J'ai fait aussi pas mal d'international avec des choses positives, fortes, avec certains pays amis. Mais bien sûr, on n'a pas le temps. C'est-à-dire, c'est un endroit, on vous appelle un jour à 8h du soir, juste avant le journal télévisé pour vous dire que vous êtes ministre, alors que vous n'êtes pas prête.
Et vous partez, pareil, encore, on a eu de la chance avec Michel Rocard, il nous a appelé le matin pour nous dire à midi, t'as dégagé. D'accord. Très bien. Jacques Chérec, qui était mon collègue, qui était un formidable bonhomme, syndicaliste, avait dit, c'est la première fois que je vois ça, être congédié comme ça, sans préavis et sans indemnité. Et mon pauvre Jacques. Voilà. C'est quelque chose qui peut vous durcir et vous installer dans une distance avec la vie. Parce que quand on vous demande de faire une projection d'action d'1 an, c'est-à-dire 18 mois avant, et que vous ne savez pas si demain matin vous serez là, ça vous apprend beaucoup de choses. La seule chose à éviter, c'est de ne pas tomber dans l'amertume. Il faut relativiser. Il faut se dire, bon, je dois faire ça pendant un temps, mais quels sont mes outils? Comment puis-je me projeter? Comment puis-je projeter les politiques publiques? Oui, c'est ça. Ça en dit beaucoup quand même sur la manière dont on gère la politique publique. Mais les politiques publiques, elles sont après. Il ne faut pas s'étonner qu'elles soient gérées par des fonctionnaires. Et encore nous, les socialistes, nous avions des lignes de conduite. Nous savions, moi je savais comme ministre des Femmes, de manière incessante, il fallait travailler sur l'autonomie économique, sur le niveau des salaires, sur les conditions de travail, sur la conciliation vie professionnelle, familiale. Je savais qu'il fallait travailler sur la dignité, sur les problématiques d'IVG, de contraception, de moyens, de foyers d'accueil pour les femmes victimes de violences, parler de l'inceste. J'ai aussi beaucoup fait pour l'inceste. Et donc après, il fallait aussi... on ne parlait pas du tout à l'époque, c'était totalement tabou. Non, mais j'ai permis, avec le soutien actif de Denise Cacheux, députée, qui a réussi à mettre un amendement sur un texte en cours, que m'avait refusé moi, mon collègue Arpaillange et même Michel Sapin, qui était à l'époque président de la commission des lois à l'Assemblée, de mettre 10 ans de prescription à partir de la majorité, et pas à partir des faits. Oui, parce qu'il n'y avait pas de durée... Non. Ah, oui, et j'ai eu l'occasion, hélas, de connaître de l'histoire d'une jeune femme victime d'inceste de la part de son père. Son père porte plainte pour diffamation. C'était dans une émission de télévision de François de Closet. Ma collègue de la famille qui était présente a dit « il se débrouille ». Et comme on avait eu tous les deux un peu un accrochage au moment d'une émission, François de Closet était venu me demander mon soutien que je lui ai accordé. Et donc je me suis battu pour ça. Et j'ai porté une démarche, c'était à Saint-Brieuc. Je suis allé faire une conférence de presse à Saint-Brieuc au moment du procès pour montrer mon soutien et qu'en fait... nous avons obtenu, grâce à l'Assemblée, à Denise Cacheux, députée magique, 10 ans de prescription à partir de la majorité des faits. Et pas depuis la majorité, c'est autre chose. Oui, absolument, oui. Oui, c'est très important. Donc c'était aujourd'hui, la prescription... Maintenant, c'est 30 ans, elle est de 30 ans. Voilà. Mais voilà, vous êtes parti de rien, là encore. Voilà. D'accord. Et Claudine c'était Claudine, la jeune femme en question... elle m'a écrit une lettre bouleversante d'amitié quand je suis devenue vice-présidente du Sénat pour me remercier. D'accord. Voilà. Elle a eu le temps d'amener son père au tribunal. Elle avait 27 ans et demi. Ah oui. Pour vous, en 2026, 35 ans après votre action gouvernementale, quelle est la priorité des priorités pour les droits des femmes en France et dans le monde, mais d'abord en France? Une chose toute simple... Nous avons un dispositif de loi qui est convenable maintenant, réellement. Najat Vallaud-Belkacem y a beaucoup contribué. Je dois dire que la première loi qui a évoqué la question des violences dans les couples, c'était une loi qui venait du Sénat, c'était une proposition de loi du Sénat, déposée par mon collègue Roland Courteau de l'Aude, qui m'avait demandé mon soutien. Sa fille avait été massacrée par son compagnon, et il était... terriblement chagriné. Il m'avait demandé « Est-ce que tu m'aides à écrire une proposition ?» J'ai dit oui. Il voulait être premier signataire, pas de problème. Et nous l'avons déposé en proposition de loi. Quand je suis arrivé à la vice-présidence du Sénat, j'ai dit « Je veux l'inscription de cette PPL », on l'a eu. Alors, elle a été beaucoup amoindrie parce que la commission des lois n'a voulu travailler que sur le judiciaire, le législatif, et pas sur le social. Qui est important. D'accord. Mais c'était un premier moment. Et cette PPL a été adoptée. C'était en 2005 seulement. Parce que le travail, il ne s'arrête jamais. Ça s'arrête jamais. C'est quand même un travail de fourmi pour faire avancer les droits. Moi, je dis c'est de la dentelle. Je ne suis pas originaire d'un pays de dentelle, mais je sais tricoter et je sais que c'est maille après maille que vous faites tenir un vêtement. Oui. Et ça ne s'arrête jamais parce que le risque, c'est le retour en arrière. Oui. Et dans le monde... ça serait quoi pour vous la priorité des priorités?
C'est que les politiques ne laissent pas la religion entrer dans les politiques publiques. Réellement, C'est ça. de toutes mes forces. Et je vise autant les 3 grandes religions monothéistes. Oui. Il n'y en a pas une qui vaut mieux que l'autre. Ouais, de toute façon, elles sont toutes issues du même, Voilà. Alors, de il y la a- même genèse. mais il y en a Il faut le d'autres. rappeler. Il y en a- Les gens l'oublient, mais c'est la même genèse. Certaines ont une moindre influence aujourd'hui dans la société. C'est le cas en France, où la loi de 1905 a heureusement mis des écarts. Des barrières entre Voilà. l'État et le... Mais quand vous regardez le retour de l'évangélisme aux États-Unis, quand vous regardez la prison des femmes afghanes, moi je pleure. Oui, Je oui. pleure. J'ai connu des femmes afghanes. J'ai travaillé beaucoup à l'international, à l'Union interparlementaire et à l'Assemblée de la francophonie. Quand j'imagine les femmes maliennes aujourd'hui sous foulard, enfin, comment on peut accepter ça et se reposer tranquille? Non, moi j'ai une souffrance majeure pour toutes mes sœurs parce que quelle que soit leur histoire, leur vie, C'est les femmes une sont- partie de notre, c'est- de, c'est de une- notre histoire de moi femmes. c'est une partie de ma vie. Oui. Je vous propose à présent qu'on passe à la deuxième partie de cet entretien. J'aimerais que vous évoquiez votre parcours personnel. Qu'est-ce qui a conduit la petite Michèle, qui est née dans le village de Saint-Jacques-d'Ambure, dans le Puy-de-Dôme, fille d'un ouvrier paysan, comme vous me disiez. Vous, la jeune fille qui a dû renoncer à poursuivre ses études de droit, faute de moyens financiers, je pense que c'est important aussi. Qu'est-ce qui vous a conduit à devenir la femme engagée que vous êtes depuis les années 1970 et que vous n'avez jamais quittée? À l'origine, un deuil. Quand j'avais 6 ans, la mort d'un jeune oncle, frère de ma maman. Très beau, très joyeux, très heureux. Un peu idéalisé, bien sûr. Quand on a 6 ans, c'est si facile. Une mort accidentelle, moto. Un grand-père qui meurt de chagrin. Et je constate à 8 ans que ma grand-mère a aucun moyen pour vivre et faire vivre ses enfants encore mineurs. Et je me suis juré, je pense à ce moment-là, que je ne dépendrai jamais d'un homme. Jamais. Ensuite, les lectures. Moi, l'école m'a sauvé, la lecture m'a sauvé de ce deuil familial. J'ai beaucoup lu. Quand j'ai lu Simone de Beauvoir, j'ai dû sauter partout de bonheur. Les thèses qu'elle développait. Bon. Ensuite, après les lectures. Vous y reconnaissiez, quoi. Je me suis reconnu. Et au Parti Socialiste, en 76-17, cette rencontre avec les femmes de France sur les mêmes thématiques, voilà, mon bonheur. Et puis, j'ai aussi 2 personnes à qui je veux dire merci. J'ai souvent dit, je n'avais aucune chance d'échapper au socialisme, parce que le médecin qui m'a mise au monde un 6 février, dans l'hiver, avec le cordon ombilical 2 fois autour de mon cou, c'était un médecin de famille qui était venu accoucher ma maman. Il était socialiste. Le maître d'école qui m'a appris lire et écrire, et l'humour et l'esprit critique, c'était un socialiste. Je n'avais pas de chance d'y échapper. Oui, vous baigniez là-dedans. Je ne le savais pas, je l'ai compris plus tard, mais voilà. Et vous n'avez jamais regretté votre choix? Non, à ce jour pas encore, alors que j'approche tout doucement de la fin des 7. Vous êtes encore hyper dynamique et femme engagée toujours, hein, quand même. J'espère, oui, parce que c'est un morceau de moi. Et j'ai toujours pensé qu'il n'y a pas de raison que les garçons puissent faire des choses que les filles ne peuvent pas faire. Clairement. Et du coup, vous avez fait pour l'ensemble des femmes aussi. C'est-à-dire que votre parcours vous a construite, mais vous a donné aussi le goût du collectif oui, et et puis en du plus, bien commun. je suis très construite collectif. J'étais l'aînée d'une famille nombreuse, Oui. donc ça compte. Ma maman m'a demandé beaucoup d'aider les autres. Je l'ai fait toujours avec plaisir. Et puis, arrivé interne au lycée, dans un lycée laïque très sévère, le collectif des copines, alors à vie. Oui. Moi, j'ai encore mes amis, ma meilleure amie, je l'ai connue, on avait 11 ans. Oui. On se voit toujours, on est proches. Le bonheur de l'équipe, d'être travaillé en équipe. J'aime travailler en équipe. Oui. Et donc, c'est comme ça que je pense qu'il faut qu'on continue. C'est aussi une approche féministe, voilà, des choses. Oui, aussi. le plaisir de partager, d'être ensemble, de se raconter nos histoires, de pleurer nos chagrins. Enfin, voilà, la vie, en fait. Bien. J'ai l'habitude de terminer l'entretien avec mes invités par un petit questionnaire à la manière de Proust, revisité par Femmes du Monde et réciproquement. Donc, questions courtes et réponses courtes.
Quel est le principal trait de votre caractère? Le sens de la relativité. Quelles sont votre principale qualité et votre principal défaut? Celui-là. Le sens de la relativité. D'accord. Ça peut être un terrible avantage et un terrible défaut. Oui. Qu'est-ce que vous appréciez le plus chez les autres? Le goût de la liberté. D'accord. Et qu'est-ce que vous détestez? La bêtise. Quelle réforme politique a, selon vous, amélioré la société en général? Le suffrage universel. En tant qu'ancienne ministre, quelle définition de la France vous pourriez nous donner? Un pays de la Déclaration des droits de l'homme à faire appliquer. Est-ce que vous nous donneriez une définition des Français et des Françaises? Libre. Si vous aviez une baguette magique, qu'est-ce que vous en feriez? J'atténuerai la souffrance des migrants quand ils sont obligés de quitter leur pays pour essayer de survivre ailleurs. Est-ce que vous avez une cuisine et un plat favori? Je ne suis pas une grande cuisinière, mais j'aime bien cuisiner des choses. Et ce que j'aime en particulier cuisiner, c'est le bœuf bourguignon. Oui. Et puis quand on a une famille nombreuse, c'est pratique. Oui. Est-ce que vous avez une couleur préférée et pourquoi? J'aime le bordeaux. Je trouve que c'est doux. C'est plus doux que le rouge et c'est pas trop sombre. Oui. D'accord. Quels sont vos auteurs ou autrices préférés? J'aime beaucoup un auteur qui s'appelle Michel Bataille, qui a écrit des très beaux livres. Il est moins connu que d'autres, mais je l'aime beaucoup. J'aime aussi Marcel Julien, dans son Délit de vagabondage, qui était tout à fait merveilleux. Et puis j'aime Saint-Exupéry, Le Petit Prince. D'accord. Je l'ai dans ma bibliothèque dans toutes les langues du monde. Ah oui. Et vous aimez aussi Simone de Beauvoir, puisque vous nous en avez parlé tout à l'heure. Oui, j'aime. Mais j'aime lire passionnément. Oui. En fait, la lecture, pour moi, j'expliquais ça à mes petits-enfants de temps en temps, disant que nous n'avions pour apprendre le monde que la lecture. Quand j'étais petite, il n'y avait pas de télévision, il y avait, dans mes campagnes, pas de cinéma, seulement les livres. Avec des dessins. La première fois où j'ai vu un kangourou qui sautait dans la campagne australienne, c'était dans un cycle Connaissance du monde que notre maître d'école à l'école de Miremont avait fait venir pour nous apprendre des choses. C'était magique. Et c'est la lecture. Oui, moi, j'ai aimé le Grand Maulne, j'ai vécu les aventures de Fournier, j'ai aimé un merveilleux livre qui s'appelle Maroussia, qui est un livre sur la résistance ukrainienne il y a des siècles, déjà. Qui est toujours d'actualité. Qui est d'actualité. J'ai aimé Heidi. J'aimais lire. Je lisais tout. Le journal, les feuilletons. La lecture, pour moi, c'est indispensable. C'est la première émancipation. Et d'ailleurs, j'ai des livres partout, parce qu'en plus d'aimer lire, j'aime être propriétaire des livres. Figurez-vous, je ne vais pas à la bibliothèque. Si vous étiez justement un mot... Livre. Si vous étiez un lieu ou un monument... Mon village, Boisse. Et si vous étiez un paysage? Le paysage qui m'a le plus enchanté dans ma vie, c'est le sud de la Patagonie. Les couleurs invraisemblables de l'eau. Les verts, les émeraudes, les bleus. Bon. Si vous étiez une odeur? Le foin. Je me demande pourquoi personne n'a jamais fait une eau de toilette foin. À l'odeur de foin. Si vous étiez un son? Le vent. Après 50 ans de ministère dédié à l'égalité entre les femmes et les hommes, quelle décision du gouvernement ferait réellement progresser les droits des femmes, à votre avis, aujourd'hui? Je reste toujours sur l'idée que nous avons les dispositifs législatifs qu'il faut faire vivre. Parce qu'une loi qui n'est pas appliquée meurt. On l'a vu sur la question du viol. Et donc, ça reste valable. Il faut faire vivre les lois. Dès lors qu'on les a adoptées, j'ai été tellement heureuse le jour où les collègues parlementaires de droite, de gauche, femmes, Assemblée et Sénat, ont pu faire inscrire l'IVG, la liberté de l'IVG dans la Constitution. Qui aurait imaginé ça?
C'est vrai que c'était un moment historique très important. Merveilleux. J'ai eu la chance d'être... J'aurais aimé y être, mais et je l'ai vécu... un moment d'émotion intense. Et on sait que c'est dû aux femmes parlementaires. Oui, aux femmes parlementaires et aux femmes de la société civile aussi. Mais, les deux. Oui, mais si vous avez que la société civile et que le Parlement ne bouge pas... Oui, bien sûr. C'est vraiment un travail de conjoint. Quoi. Mais ça a été un débat si souvent entre... moi, je l'ai vu comme femme politique, quand nous sommes arrivés dans le paysage avec les associations féministes qui nous contestaient le droit même de parler des droits des femmes. C'était dur. Je pense que les choses ont évolué aussi de ce côté-là. Oui, mais parce qu'il y a quand même beaucoup plus de concertation, il me semble, et de porosité entre... Je crains qu'il y ait plus... Entre les politiques. Je crains quand même qu'il y ait plus d'incompréhension entre nos jeunes sœurs qui voient un homme ennemi et nous qui ne l'avons pas vécu pareil. Qui ne l'avons pas vécu du tout comme ça. Toutes les féministes ne voient pas les hommes comme ennemis. Mais il y en a qui les voient comme ça. Il y en a. Moi, j'ai eu affaire à certaines. La diversité des mouvements féministes et du mouvement féministe, c'est la diversité de la société aussi. Oui. Est-ce que vous avez une devise, un mantra qui vous sert de guide dans la vie ? Oh, j'en ai plusieurs qui m'ont été offerts au fil du temps. Mais j'en ai un, c'était celui de mon maître d'école, qu'il avait dû me servir un jour où j'étais un peu trop fière de moi et pas très respectueuse des autres. J'étais une excellente élève et il m'avait dit « Michel, n'oublie pas qu'au royaume des aveugles, les borgnes sont rois. » Ça me calme. Puis il y en a une autre que j'aime. Elle est imprimée sur une peau d'animal qui est dans mon salon, vous la regarderez. Ce n'est pas en améliorant la chandelle qu'on a inventé l'électricité. Il faut changer de logique. Oui. Et enfin, la question que vous auriez aimé que je vous pose, Michel. Et les hommes dans tout ça. Alors, si je vous pose la question, ça va être très long, mais les hommes dans tout ça, en 2 mots? Vous ne me l'avez pas posé, donc je réponds. Bon, ce sera pour un prochain épisode. Merci infiniment, cher Michel André. Merci Jocelyne pour cette venue à Clermont-Ferrand. Merci, et pour nos auditeurs et nos auditrices, rendez-vous au prochain épisode de Profession Ministre. Vous venez d'entendre le podcast Femmes engagées, produit par Femmes du Monde et réciproquement, qui offre un micro aux femmes engagées partout dans le monde afin de faire entendre leur voix en toute liberté. Le podcast Femmes engagées est enregistré soit dans le studio La Poudre de la Cité Audacieuse, soit en micro-nomade. J'ai eu le plaisir d'animer notre podcast Femmes engagées avec la participation de toute l'équipe de Femmes du Monde et réciproquement. Merci à Marie Cholet, Léa Robert, Huguette Klein, Mathieu de la Souchère, Flore Lefebvre, Anita Nicolas Bruder, Sophie Pouget-Larabi, Camille Goasduf, Hermine de Moissac, Okulani Panerio Langer. La musique et le montage sont assurés par Thomas Dor. Un grand merci à lui. Merci à chacun et chacune pour votre écoute. Être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. Non, je pense que la société, elle est surtout faite par les hommes. Les lois sont votées par les hommes. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Franchement, rien du tout. C'est le résultat d'une histoire. Il n'y a pas un destin biologique, psychologique qui définisse la femme en tant que telle.